On n'a pas besoin de toucher à rien, Michael? Non, l'enregistrement est débuté. Hein? L'enregistrement est débuté. Ouais. Mais moi, ça reste allumé. Là, c'est marqué Leave Meeting ou Got It. Je fais sur quoi? Sur rien. Puis sur rien. Parce que l'autre fois, il avait resté là, puis c'est ça qui a fait que j'ai perdu mon écran. Vous pesez sur Got It. Got It? OK. Oui. Merci. C'est bon, c'est parti. Bon, OK, bonsoir tout le monde. Un, mot de bienvenue. Deux, moyens d'être présent, de délibérer et de voter à la réunion du Conseil. Lecture 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2020. 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020. 6, approbation des comptes de décembre 2021. 7, correspondance. 8, rapport du Conseil. 9, avis de motion, adoption du règlement 01-2022. 10, avis de motion, règlement 02-2022, remplaçant le règlement 14-2018. Le point 11, c'est adoption du règlement 14-2021. Point 12, adoption du règlement 15-2021. 13, approbation, réparation du tracteur New Holland, fonds de réserve voirie, fonds réservé voirie. 14, acceptation de la soumission électrique Garon Incorporé Camping. 15, reconnaissance de droit CPTAQ étang aéré conduite. 16, autorisation, demande de subvention, Emploi d'État Canada. 17, résolution de fin des travaux, route Bélanger et rang 2S. 18, acceptation de la mise en marche du gestionnaire de temps. Voilà. 19, période de questions. 20, nomination d'un comité de négociation. 21, annulation de la résolution 394-12-2021. 22, ajout d'un membre au comité des ressources humaines des élus. 23, nomination de Mme Joanne Damour, Office Habitation de la Vallée. 24, commission scolaire des Monts et Marais, service de garde scolaire. 25, appui à une demande à la CPTAQ, M. Charles-Éric Gauthier. 26, approbation du budget révisé de l'Office d'habitation de la Matapédia. 27, approbation du budget révisé de l'Office. L'autre, c'était décembre 2021. Le point 27, c'est l'Office d'habitation de la Matapédia 2022. 28, procédure d'appel d'offres et analyse projet patinoire architecte. 29, acceptation de l'estimation finale projet patinoire architecte. 30, acceptation de l'estimation finale projet patinoire ingénieur. 31, approbation des plans définitifs projet patinoire architecte. 32, demande de la Maison des jeunes près de locaux. 33, résolution d'appui, gestion de la pandémie. 34, appel de la décision pénale, dossier 120-61-017-983-212. 35, entente d'Hydro-Québec, développement camping, installation permanente. 36, divers ouvert. 37, période de questions. 38, levée de l'Assemblée. Bon, Monsieur le maire, il y aurait un point ajouté en A, en divers, parce qu'on a reçu dernièrement une facture de la MRC pour un ajustement des coûts des matières résiduelles 2019 et 2021. Ce serait pour approuver à prendre au surplus. Okay, mais j'arrive là, moi, je ne sais pas comment l'insérer dans ma tablette. Puis je n'ai pas de papier en avant de moi, donc vous me
Vous me rappelleriez alors. Oui. Merci. OK. Moyen, point 2, moyen d'être présent, de délibérer et de voter à la réunion du conseil. Ça me prendrait un proposant. Je propose. OK, Madame Damour, dites maintenant. Joanne Damour, je propose. Moi, Joanne Damour, je propose. Merci. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Ça, on l'a fait, là. Est-ce que vous acceptez un proposeur pour accepter l'ordre du jour? Maxime Tremblay propose l'ordre du jour. Et vous êtes tous d'accord? Si vous êtes d'accord, vous ne répondez pas, puis j'attends un petit peu. Oui. Monsieur Pelletier, ouais, c'est ça. Ce ne sera pas mieux de dire est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Bon, OK, merci. Ouais. On va dire ça demain. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Non? OK. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2020. Nancy, s'il vous plaît. Oui, alors le 13 décembre, c'est la séance ordinaire. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2021. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. Approbation des comptes pour la deuxième partie de novembre et le début de décembre. Correspondance. Rapport du conseil. Adoption du calendrier des séances du conseil de 2022. Dépôt des rapports d'audit, budget et plan triennal des mobilisations. Droit de passage du club de motoneige. Résolution de mise en vente terrain de la route Closier. Demande de soutien financier Maison des familles. Immobilier Gendron, mutation immobilière. Immobilier Gendron, taxe de service 2021. Dérogation mineure, M. Christian Lacasse. Résolution de cession de droit, c'est-à-dire résolution de cession de route, ministère des Transports. Demande à la CPTAQ, service de passage pour conduite d'amener et conduite de refoulement pour la firme Marc A. Turcotte. Mandat de service de génie de la MRC, évaluation des coûts par étape, réfection de la rue des Cèdres. Avis de motion règlement 14-2021 modifiant le règlement 05-2020 prévoyant une réserve financière pour les élections. Résolution pour entériner l'achat de passerelles marina. Adoption d'une politique de gestion des plaintes. Demande de don orchestre symphonique de l'Estuaire. Caméra de surveillance route Lausier. Période de questions. Demande de don Fabrique Saint-Pierre-du-Lac. Approbation horaire de la patinoire. Demande d'appui Véloroute. Demande de don Fondation Action Santé. Réception des avis de modification 1 à 5 pour la route Bélanger et le rang 2. Paiement du décompte progressif numéro 4, route Bélanger et rang 2. Acceptation du décompte final et réception provisoire de la route Bélanger du rang 2. Avis de motion règlement modifiant le règlement de zonage. C'était l'avis de motion pour le règlement 13-2021. Dans la suite, on avait la résolution pour autoriser l'utilisation d'un terrain municipal pour le projet de jardin communautaire de la CFLM. Achat de matériel de diffusion des séances de conseil municipal. Demande d'aide financière pour une ressource spécialisée pour les camps de jour. Mandat écosphère à vie agronomique. Journée municipale Val-du-Rhin. Adoption du budget révisé de l'Office d'habitation de la Matapédia. C'était pour le budget de juillet. Adoption budget révisé de l'Office d'habitation de Matapédia pour le budget déposé en août. Paiement des dépenses d'exploitation 2020 de l'Office d'habitation de la Matapédia. Approbation fermeture de la bibliothèque municipale pour la période des fêtes. Résolution transport collectif La Caravelle. Renouvellement des sièges 2 et 4 du CCU. Frais supplémentaires Tétratec étant aérés. Avis de motion Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Approbation de l'horaire de travail du préposé à la patinoire, souper de Noël, motion de félicitations pour le comité festif, période de questions et levée de la réunion. Denis Couture propose.
Super. Bon, OK, je viens de me retrouver. M. Couture propose, est-ce que vous avez un appuyeur? C'est pas ça, Donald? Est-ce qu'il y en a en désaccord? Exactement. Est-ce qu'il y en a un désaccord? Je vais le marquer. Non? OK, c'est appuyé. C'est unanime. Merci. Bon, tout perdu. OK. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020. Alors, pour la séance extraordinaire, c'était la séance d'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. Le premier point, moyen d'être présent, délibéré et de voter à la réunion de conseil. Adoption de l'ordre du jour, adoption du budget de la municipalité de Val-Brillant pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022. Adoption du programme triennal d'immobilisation, période de questions et levée de l'Assemblée. Proposeur. Donald Corsi propose. Donald Corsi propose. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, ça me prend une personne pour appuyer, excusez-moi. J'appuie. Moi, Joanne Damour, j'appuie. Excusez, j'ai manqué de... Merci. Personne en désaccord? Merci. C'est unanime. Approbation des comptes. Point 6. Alors, l'approbation des comptes se fera pour les comptes qui ont été déposés à la municipalité après le 14 décembre jusqu'au 31 décembre. Donc, les comptes à payer pour la deuxième partie de décembre s'élèvent au montant de 87 470,11. Les salaires nets de décembre sont au montant de 24 608,72. Et la liste des chèques émis pour décembre, on a Bernard et Godreau, 891,6. Les pompes à eau Louis-Marie Bouchard pour 5 035,85. Le Canadien national pour 3 993,48. Claire Aubec, 856,75. Covier, 754,15. Dessereau.ca, 6 137,12. Électricité Garon, 874,43. Fabrique de Val-Brillant, 500 $. Les entreprises El Michaud, 15 372,96. Les entreprises à aider Landry, excusez-moi, les entreprises à aider Landry, 100 385,60. Les éditions juridiques FD, 3 444,37. Le ministre des Finances pour 1 003,65. MRC de la Matapédia, 16 804,96. Maître Odile Charret, 2 025,89. L'Office d'habitation de la Matapédia, 1 912,23. Sanimanique, 5 518,80. La Ville d'Amqui, 503 $. Et Hydro-Québec, 1 475,6. Des questions? Qui propose? Maxime Tremblay propose. OK, vous êtes appuyé de? Joanne Damour. Joanne Damour. Merci, Madame Damour. Personne en désaccord? OK. Voyons. Unanime. Pardon? Unanime. Unanime, merci. Excusez-moi, j'ai eu de la misère avec ma tablette, puis depuis ce temps-là, je suis nerveux un petit peu. Excusez-moi. On est rendu à la correspondance. Alors, dans la correspondance, on a la MRC de la Matapédia qui nous fait un communiqué de presse concernant l'adoption du budget 2022 de la MRC de la Matapédia. À la mi-décembre 2021, la MRC de la Matapédia a adopté son budget pour l'année 2022. Le budget est de l'ordre de 18 227 111, en augmentation de 19,43 par rapport à celui de l'année 2021. La hausse s'explique, entre autres, par les revenus importants en provenance des volets 3 et 4 du Fonds Région et Ruralité et de la nouvelle entente Accès Entreprises Québec avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Les quotes-parts demandés aux municipalités locales pour les différents services de la MRC augmentent de 5,77 %, incluant la gestion des matières résiduelles. Le deuxième
correspondance qu'on a reçue, c'est Recycle Québec pour réduire son gaspillage alimentaire grâce au déficit zéro gaspille. Donc, Recycle Québec est fier d'être partenaire du défi Zéro Gaspille né sur les médias sociaux en janvier 2021 d'une initiative de Florence Léa Siri pour encourager la communauté à réduire le gaspillage alimentaire. Cette première édition en 2021 avait suscité 1 million de vues et 117 000 interactions. Le défi revient donc en 2022 avec Mme Florence Léa Siri, experte de la lutte au gaspillage alimentaire, et le chef Guillaume Quentin. Florence Léa et Guillaume partagent leurs idées, conseils et recettes pour cuisiner les aliments et les restants oubliés au fond du frigo. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour recevoir les infolettres sur le site Défi Zéro Gaspille 2022. Troisième correspondance, elle nous vient de Cosmos. Il nous parle du défi à pied à vélo à la bibliothèque. L'automne dernier, il y avait le défi à pied à vélo à la biblio dans les bibliothèques de la Matapédia qui s'étaient inscrites. Les gagnants sont maintenant connus. Pour la bibliothèque Les Trésors de Delphine, le gagnant est M. Antoine de Champlain. Il se mérite une carte cadeau de 25 $ pour des livres à la bibliothèque Chexa. Il y a eu 2 autres prix aussi qui ont été tirés parmi tous les participants, soit un prix de 250 $ offert par Sport Expert pour les participants de 30 ans et moins, remporté par Mme Brittany Gendron pour la bibliothèque de Saint-Noël, ainsi qu'un autre prix de 200 $, toujours au Sport Expert pour les participants de 31 ans et plus, remporté par Mme René Roy pour la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui. Quatrième et dernière correspondance pour le mois de janvier, Fédération québécoise des municipalités, adoption du projet de loi 202 regroupant la MMQ et la FQM. Donc, le projet de loi 202, loi concernant l'activité d'assureur et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, la FQM, et la fusion par voie d'absorption de la mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, avec celle-ci a été adoptée le 7 décembre 2021 à l'Assemblée nationale du Québec. Ce regroupement de 2 organisations a pour objectif de permettre à la FQM de constituer un fonds d'assurance selon un modèle inspiré de celui prévu par la loi sur les assureurs pour les ordres professionnels. Donc, à compter du 1er janvier 2022, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec succédera donc aux droits et obligations de la mutuelle des municipalités du Québec. Voilà, c'est terminé pour la correspondance. Merci, Mme Paquette. Je prendrai le point 8, rapport du Conseil. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Moi, si vous me permettez tout de suite d'intervenir, je vais prendre la parole au nom de Mme Geneviève Leblanc, conseillère qui est absente présentement. Elle fait mention qu'elle n'a pas eu de convocation ou de rencontre pour la RQAP et la prochaine rencontre ira vraisemblablement à la fin janvier ou au début février. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Denis Couture ici. Donc, durant cette période-là, on a travaillé principalement, Michael et moi, sur le programme de Nouveaux Horizons pour des jardins communautaires. Donc, on parle de visites de jardins de Sébec, de croquis de localisation, de demandes de soumission pour des équipements, outils et matériaux, et puis montage de la demande de subvention de 25 000 $. Ensuite, on a travaillé également sur la chambre de mesure. On est allé sur place, on a regardé les différentes options qui se présentaient. Actuellement, on est en train de regarder pour des coûts selon les diverses alternatives. Et puis, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive là à une alternative concrète avec les coûts, puis tous les détails qui concernent cette chambre-là. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donald Courcy. C'est beau. Premièrement, pour le cadeau qu'on a fait à M. Lorenzo Tremblay, qui a eu 100 ans le 10 janvier, le laminé a été livré à la députée de Duplessis. Malheureusement, elle ne pouvait pas avoir accès au CHSLD. Alors, elle a communiqué avec la première répondante qui s'occupait de M. Tremblay. Et c'est elle qui devait aller porter le laminé et prendre des photos. J'attends toujours les photos. Ensuite, pour le commerce, je n'ai pas de nouveau à ce moment-là. Je suis encore en train de planifier une rencontre avec la Chambre de commerce. Pour les autres sujets, je n'ai rien à rapporter pour l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Pour le déneigement, il y a eu un bris majeur sur le New Orleans.
Ça devrait être entre 20 et 25 000. Oui, ben on va en parler plus loin, là, c'est ça. On a une proposition là-dedans. Là. Et c'est tout? Oui. C'est un bon montant, hein? Ça fait de mal un petit peu. Même, c'est assez. OK. Merci, M. Pelletier. D'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, Maxime Tremblay. Il y a, concernant le camping à Val-Bréand, les contrats de forfait longue durée, printemps, vacances et automne ont été envoyés la semaine dernière. Puis, on a un total de 68 324,68 avant taxe, ce qui représente un taux d'occupation de notre camping de 56 pour la saison à venir. Les calendriers de réservation sera ouvert à tous à partir de lundi le 31 janvier 2022 à 16h pour les réservations en ligne. C'est tout? Oui. Merci, M. Tremblay. Bon, ben, ça va bien. On a des nouvelles fraîches. Moi, je devais avoir une réunion vélo-route. Ah, c'est pas moi qui est responsable, la vélo-route. C'est Joanne Damour, oui. OK, Joanne. M'entendez-vous? C'est beau? Oui? Oui, bien, vélo-route, il va y avoir un prochain rendez-vous le 25 janvier. C'est que ça va être là que ça va se confirmer. Puis Mada, c'est en formation. J'ai une formation, j'ai eu une la semaine passée, l'autre va aller vers la fin janvier. Puis après ça, il reste à avoir des rencontres à définir. C'est tout. Merci pour le reste. En attendant. Merci, Mme Damour. Donald Courcy. Oui, Donald. Oui, Oui, M. Courcy. j'ai oublié de mentionner que le CA et l'AGA de la CFLM vont avoir lieu en Zoom mardi le 25 janvier. C'est beau. Rappel à tous les citoyens de Val-Bréand. Vous êtes tous invités. C'est ça, Donald? À quelle heure? C'est à un instant. À 19h30 pour le public. Et on va prendre le lien où? C'est en Zoom. En Zoom, OK. Oui, le lien va être disponible, je pense, sur le site de la municipalité. Plus, ouais, c'est ça. Le lien a été mis, excusez-moi, le lien a été mis à l'intérieur du bulletin municipal qui a été envoyé vendredi en fin de journée et on va le mettre aussi sur le Facebook de la municipalité. Merci. Bon. OK, merci pour les gens là, qui nous ont renseignés sur ces sujets. Point 9. Avis de motion, adoption du règlement 01-2022. Madame Paquette, je vous laisse continuer. Je vais vous présenter les grandes lignes du règlement. Donc, c'est le règlement que la municipalité adopte à chaque année avant la fin février pour la taxation. Donc, le règlement prévoit la taxe foncière générale, prévoit aussi une taxe d'égout, une taxe d'aqueduc, une taxe pour les matières résiduelles, ainsi que la répartition des unités pour chacune de ces taxes. Le règlement prévoit aussi une taxe spéciale d'éneigement pour les quelques chemins privés que la municipalité déneige pour les citoyens et en sous-contractant et leur recharge par la suite. Ce règlement comprend aussi la taxe sur la taxe spéciale de compensation roulotte. Et ça comprend aussi le tarif pour tous les permis de construction, tous les certificats d'autorisation, les dérogations mineures, voilà. Et ça fait le tour là, du règlement, de ce que comprend le règlement. Ça va prendre quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui présente le dépôt du projet de règlement. Maxime Tremblay va donner. Donne l'avis de motion. Oui. Merci, Maxime Tremblay. Merci. OK, le point 10, avis de motion, règlement 02-2022. Donc, c'est la même chose. Je vous présente, comme c'est un avis de motion, je vous présente les grandes lignes du règlement 02-2022 qui sera adopté à la séance régulière de février.
avec la modification, c'est-à-dire l'adoption du projet de loi 49 s'entraîne des modifications obligatoires dans les codes d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, ce que contient le code d'éthique des employés municipaux, il y a des définitions, bien sûr, pour être sûr des termes qui seront employés, là, que tout le monde comprenne la même chose. Les obligations particulières, donc des règles en cas de conflit d'intérêts, des règles en cas d'avantage qu'auraient reçu des employés, des règles en cas de discrétion pour la discrétion et la confidentialité, l'utilisation des ressources de la municipalité, le respect des personnes, l'obligation de loyauté, la sobriété, l'annonce lors d'activités de financement politique, des règles qui vont s'appliquer à la suite de la fin de l'emploi de l'employé. Et avec le code d'éthique, il y a aussi des sanctions en cas de manquement à ces règles-là. Et il y a l'application et le contrôle par la direction générale là, qui est prévue. Alors, ça prend quelqu'un pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Moi, Joanne Damour, je propose. Propose les deux, c'est ça? L'avis de motion? Oui. C'est la même personne, oui, qui fait les deux, l'avis de motion et le dépôt du projet. Okay. C'est beau. Adoption du règlement 14. Je n'ai-tu passé? Non, vous êtes là, c'est ça. Adoption du règlement 14-2021 remplaçant le règlement 05-2020, prévoyant une réserve financière pour les élections. Alors, en décembre dernier, lors de l'avis de motion, on avait expliqué aux gens qu'on devait modifier notre règlement de réserve financière pour être en mesure de pouvoir se conformer aux demandes du ministère des Affaires municipales qui prévoyait que le règlement, dans notre cas, devait être calculé. Là, la réserve devait être calculée en fonction des élections 2013 et 2017. Donc, les calculs ont été faits. Donc, le règlement se lit comme suit. Règlement numéro 14-2021 remplaçant le règlement 05-2020, créant une réserve financière pour les élections municipales. Considérant que la municipalité est appelée à aller en élection générale tous les 4 ans et que des élections partielles peuvent survenir en tout temps entre ces périodes. Considérant que l'article 1094.1 du Code municipal du Québec statue que toute municipalité peut, par règlement, créer au profit de l'ensemble de son territoire ou d'un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses. Considérant que le projet de loi 49 oblige les municipalités à se créer une réserve financière pour les années à venir dans le but d'être en mesure de financer les élections municipales. Considérant que le Conseil avait déjà adopté le règlement 05-2020 créant une réserve financière pour le financement des élections municipales. Considérant qu'il est requis de modifier le dit règlement de réserve financière dans le but de se conformer aux articles du projet de loi 49. Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par M. Stephen Pelletier à la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et que le dit projet de règlement a été déposé à la même séance. En conséquence, donc, il sera ce soir proposé d'adopter le règlement 14-2021, remplaçant le règlement 05-2020, lequel statue et ordonne ce qui suit. Donc, article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, l'objet du règlement. Le Conseil est autorisé par le présent règlement à procéder à la création d'une réserve financière visant le financement des élections municipales et notamment, et non de façon limitative, les salaires électoraux, le matériel électoral, les frais d'impression et les déplacements des salariés lorsque requis. Article 3, territoire visé, la présente réserve financière est créée au profit de tout le territoire municipal. Article 4, durée d'existence. La durée d'existence de la réserve financière est fixée pour une durée indéterminée compte tenu de sa nature. Article 5, montant projeté. Le Conseil décrète par le présent règlement que le montant projeté de cette réserve est de 8 000 $. Le Conseil est autorisé, lorsqu'il effectue le paiement des dépenses prévues à la présente, à continuer de doter cette réserve jusqu'à l'atteinte du montant prévu au premier alinéa. Article 6, mode de financement. Les sommes affectées annuellement à la constitution de cette réserve financière proviennent d'une partie de la taxe financière générale des propriétaires des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Val-Brillant. Le montant de l'affectation annuelle est fixé à 2 000 $. De plus, le Conseil est autorisé à payer annuellement, même le Fonds général, la part qui aurait pu être exigée pour les immeubles communautaires si ceux-ci étaient imposables. Article 7, disposition de l'excédent. À la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera affecté à toute autre dépense qui serait nécessaire pour l'administration municipale.
Article 8, entrée en vigueur du règlement. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. OK. Ça prend un proposeur. Effectivement. Denis Couture propose. Monsieur Couture propose et vous êtes qui vous appuie? Oui, Steven Pelletier. Monsieur Pelletier, Steven Pelletier. Et est-ce qu'il y a personne en désaccord? C'est unanime. Merci. Le point 12, adoption du règlement 15-2021 remplaçant le règlement 13-2018 établissant un code d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Val-Bréand. Alors, Oui. le règlement 15-2021 est quand même assez long. Je vais en faire lecture. Donc, attendu que le Conseil de la municipalité a adopté le 4 septembre 2018 le règlement numéro 13-2018 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale, si après appelée la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021. Attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption de tel code révisé ont été respectées. Attendu que la greffière trésorière mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code. Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil. Attendu qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Attendu qu'il y a eu avis de motion et dépôt du projet de règlement à la séance ordinaire du 13 décembre 2021. En conséquence, il est proposé ce soir d'adopter le règlement suivant. Donc, article 1, dispositions déclaratoires et interprétatives. Le titre du présent règlement est Règlement numéro 15-2021 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Un point de préambule fait partie intégrante du présent code. 1.3, le code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la municipalité et de façon plus générale le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. Ainsi, le code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues dans les lois et les règlements en vigueur qui régissent la municipalité, les élus municipaux et de façon plus générale le domaine municipal. Article 2, interprétation. 2.1. Le présent code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM.
Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce code. 2.2. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent des termes suivants, signifie avantage. De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. Code. Le règlement numéro 15-2021 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conseil. On parle du conseil de la municipalité de Val-Brillant. Déontologie. Désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres du conseil, leur conduite, leur rapport entre ceux-ci, ainsi que les relations avec les employés municipaux et le public en général. Éthique. Réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des membres du conseil. L'éthique tient compte des valeurs de la municipalité. Intérêt personnel. Un intérêt personnel est lié à la personne même de l'élu et il est distinct de celui de la collectivité qu'il représente. Membre du conseil. Élu de la municipalité, un membre d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou membre du conseil d'un autre organisme municipal lorsqu'il siège dans sa qualité de membre du conseil de la municipalité. Municipalité, la municipalité de Val-Brillant. Organisme municipal, le conseil, tout comité ou toute commission. Point 1, d'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité. Point 2, d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil, dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré par plus de la moitié de celle-ci. 3, d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités. Ou 4, de tout autre organisme déterminé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Article 3, application du code. 3.1. Le présent code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil. 3.2. Certaines règles prévues au présent code s'appliquent également après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. Article 4, valeurs. 4.1. Principale valeur de la municipalité en matière d'éthique. 4.1.1. Intégrité des membres du conseil. L'intégrité implique de faire preuve de probité et d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon. 4.1.2. Honneur attaché aux fonctions de membres du conseil. L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. 4.1.3. Prudence dans la poursuite de l'intérêt public. La prudence commande à tout membre du conseil d'assumer ses responsabilités face à l'émission de l'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage de l'intérêt privé ou personnel au détriment de l'intérêt public. 4.1.4. Respect et civilité envers les membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens. De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre. 4.1.5. Loyauté envers la municipalité. La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la municipalité avec objectivité et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le conseil. 4.1.6. Recherche de l'équité. L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir une conduite objective et indépendante et de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune discrimination. 4.2. Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 4.3. Lorsque des valeurs sont intégrées à l'article 5 du présent code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par ceux-ci. Article 5. Les règles de conduite et d'interdiction. 5.1. Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir 5.1.1. Toute situation ou intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 5.1.2. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 5.1.3. Toute conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal. 5.2. Les règles de conduite et interdiction.
5.2.1, le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité. Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme d'incivilité de nature vexatoire. Plus particulièrement, tout membre du conseil doit A. Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant celles sur le web et les médias sociaux. B. Respecter la dignité et l'honneur des autres membres du conseil, des employés municipaux et des citoyens. Tout membre du conseil doit s'engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du conseil afin d'en arriver à une décision éclairée. Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les directives du président de l'Assemblée. Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu'il agit au nom de la municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui sont dévolus par la loi. 5.2.2, le membre du conseil doit se conduire avec honneur. Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal. Tout membre du conseil peut prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même lorsqu'il présente la municipalité lors de différentes réunions ou d'événements. Il est interdit à tout membre du conseil d'effectuer une dépense en contravention avec la loi sur le traitement des élus municipaux ou de tenter de se faire rembourser une telle dépense. Dans le cadre de ces déplacements et de ces dépenses qui impliquent un remboursement de la part de la municipalité, tout membre du conseil doit autant que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 5.2.3, conflit d'intérêts. Tout membre du conseil doit éviter de se placer sciemment dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou d'une autre personne et d'autre part, celui de la municipalité ou d'un autre organisme, lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil. Tout membre du conseil doit faire preuve d'impartialité et d'équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l'égard des fournisseurs de la municipalité. Tout membre du conseil doit être indépendant d'esprit et avoir un jugement objectif, sans intérêt personnel, de manière à prendre les meilleures décisions pour la municipalité. Le membre du conseil qui constate l'existence d'un conflit d'intérêts ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance. Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de subir de l'influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Tout membre du conseil doit s'assurer en tout temps que ses activités autres que celles liées à sa fonction d'élu n'entrent pas en conflit avec l'exercice de ses fonctions d'élu municipal. 5.2.3.1, il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 5.2.3.2, il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 5.3.3, il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette même loi. 5.2.4, réception ou sollicitation d'avantages. Lorsqu'un membre du conseil représente la municipalité à un événement et qu'il reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil en ait déboursé personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à la municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. 5.2.4.1, il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage, que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 5.2.4.2,
Il est interdit à tout membre du conseil d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 5.2.4.3. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 5.2.5. Le membre du conseil ne doit pas utiliser les ressources de la municipalité. Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d'utiliser les ressources de la municipalité en tout ou de tout autre organisme municipal lié à la municipalité à des fins personnelles, à moins qu'il ne s'agisse d'un service ou d'une activité qui est offerte de façon générale par la municipalité. Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers un bien ou une somme d'argent appartenant à la municipalité. 5.2.5.1. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent code à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsqu'un membre du conseil utilise à des fins non préférentielles une ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 5.2.6. Renseignement privilégié. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser ou de divulguer à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers une information privilégiée ou une information qu'il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n'a pas encore divulguée. Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, l'opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute autre personne y participant. Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment sur le web et les médias sociaux, afin d'éviter de divulguer directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n'est pas de nature publique. Pour les fins de la présente section et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique. Les documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel tant que la municipalité n'y a pas renoncé dans ce dernier cas. 5.2.6.1. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 5.2.7 après mandat. 5.2.7.1. Il est interdit à toute personne, à tout membre du conseil dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. 5.2.8. Annonce lors d'une activité de financement politique. 5.2.8.1. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. 5.2.9. Ingérence. 5.2.9.1. Un membre du conseil ne peut s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou donner des directives aux employés municipaux autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux par la direction générale. Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d'un comité ou d'une commission formée par le conseil municipal et qui est mandaté par le conseil municipal pour représenter la municipalité dans un dossier particulier peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil municipal. En aucun cas, la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de surveillance,
d'investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 5.2.9.2. Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au directeur général de la municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. Article 6, mécanisme d'application, de contrôle et de sanction. 6.1, les mécanismes d'application et de contrôle du présent code sont ceux prévus par la LEDMM. 6.2, un manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil de la municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit 6.2.1, la réprimande, 6.2.2, la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale aux frais du membre du conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec. 6.2.3, la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec A, du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de celui-ci. B, de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code. 6.2.4, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période que la commission détermine comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission municipale ou d'un organisme. 6.2.5, une pénalité d'un montant maximal de 4 000 $ devant être payée à la municipalité. 6.2.6, la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s'il est réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. Article 7, remplacement. 7.1, le présent règlement remplace le règlement numéro 13-2018 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus qui avait été adopté le 4 septembre 2018. 7.2, toute mention ou référence à un code d'éthique et de déontologie des élus, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. Article 8, entrée en vigueur. 8.1, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Voilà. J'ai fait exprès pour ouvrir mon micro tout de suite pour vous laisser souffler un petit peu, Mme Paquette. Je vous remercie. Vous avez fait une très bonne lecture. Et je demanderai si j'ai un proposant. Steven Pelletier. Steven Pelletier. Et vous êtes appuyé par? Denis Couture. Monsieur Couture. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est unanime. Merci. On est rendu au point 13. Approbation, réparation du tracteur New Holland, fonds réservé à la voirie. Je demanderais peut-être à Michael d'expliquer le problème là, sur le tracteur. Oui, dans le fond, le problème sur le tracteur, c'est la pompe hydraulique là, qui gère la bonne mémoire, mais c'est l'hydrostatique du tracteur. Alors, c'est les vitesses, l'avant et le reculant. Alors, il faut que les deux pompes soient changées. Après une approbation? Le montant serait, on parle entre 20 et 25 000 $ et ce serait pour prendre sur le fonds réservé voirie qui prévoit dans ces articles qu'on peut prendre des sous-là pour faire la réparation de la machinerie quand les frais sont onéreux. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Steven Pelletier. Monsieur Pelletier, et vous êtes appuyé? Joanne Damour. Par Mme Damour. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est unanime. Est-ce que c'est beau, Joanne? Avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'était beau, c'était correct. OK. Merci. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Mais OK. Et c'est unanime. Point 14, acceptation de la soumission électrique Garon incorporée pour le camping.
Alors, c'est une soumission qui avait été faite en 2021 à l'automne. C'était dans le but de réalimenter les terrains 9, 10, 11 et 12 du camping dans la zone 1 qui ont un problème là, en électricité. Donc, ça prenait les boîtiers nécessaires et le filage pour se rendre jusque-là, là, qui est à l'autre bout du camping. La soumission est de 15 424,45 plus les taxes applicables. C'est déjà prévu au budget du camping, mais ce serait d'approuver la soumission soit approuvée par le conseil pour que M. Garon soit en mesure de pouvoir commander les pièces pour sauver une augmentation de coûts. C'est possible un peu plus tard au printemps. Oui, un instant. Bon, je ne suis plus capable de revenir à l'ordre du jour. OK. J'ai un problème pour revenir à l'ordre du jour. Je m'excuse. OK. Ah. Finalement. OK. Ça me prendrait un proposeur pour... Donald Courcy. Monsieur Courcy, est-ce que vous êtes appuyé? Denis Couture appuie. Monsieur Couture appuie. Et est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? C'est unanime. Merci. Point 15. Reconnaissance de droit CPTAQ État aéré conduite. Voilà, c'est que lorsque les ingénieurs ont fait l'examen des documents qu'on avait entre les mains là, pour passer nos tuyaux de refoulement, parce que ces tuyaux-là seront changés, là, ils avaient trouvé une servitude du côté sud de la 132, mais ils n'en avaient pas trouvé du côté nord. Nous, à la direction générale, on a fait des recherches au registre foncier. On a trouvé une servitude du côté nord de la route 132 qui passe sur le terrain de M. Marc-André Turcotte. Donc là, ce qu'on aurait besoin de faire après vérification avec le CPTAQ, parce que la servitude a été établie en 1976 et l'entrée en vigueur de la loi est en 1979, c'est de faire reconnaître nos droits là, concernant la servitude auprès de la CPTAQ. Donc, on a un formulaire à compléter, des frais de 76 $ plus ou moins, plus les taxes applicables. Ça nous prend un plan, donc on a fait faire un petit plan par les arpenteurs géomètres pour localiser la servitude qui est décrite au contrat sur le terrain pour l'examen par la CPTAQ. Sauf que le formulaire est très complexe à compléter. Là. On va essayer de le faire nous-mêmes, mais ça se peut qu'on ait besoin d'aide. Donc, il va peut-être avoir quelques frais reliés à ça aussi. OK, ça prend proposition. Maxime Tremblay propose. OK, et vous êtes appuyé? Denis Couture appuie. Monsieur Couture appuie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord? Non, la proposition est acceptée. C'est unanime. Excusez-moi, j'ai fermé mon micro, là, je viens de l'ouvrir. Point 16, autorisation de demande de subvention Emploi d'été Canada. Alors, comme d'habitude, on fait une demande pour obtenir une subvention pour payer des emplois d'été étudiants auprès d'Emploi d'été Canada. Ce serait d'autoriser Michael et ou moi là, à faire la demande de subvention auprès d'Emploi d'été Canada. Et on fait une demande pour un employé au camp de jour et une demande pour un employé au camping. OK, c'est proposé par? Sylvain Pelletier. Monsieur Pelletier, et vous êtes appuyé par? Joanne Damour. Madame Damour. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est approuvé. Merci. Point 17. Résolution de fin des travaux route Bélanger et rang 2 Est. Alors, au mois de décembre, on avait fait l'acceptation des derniers coûts qui avaient été nécessaires dans ce dossier-là. On avait aussi accepté la fin temporaire des travaux. Maintenant, il y a une résolution spécifique à adopter pour le ministère pour la subvention. Cette résolution dit que, attendu que la municipalité de Val-Brillant a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets RIRL et AIRRL du programme d'aide à la voirie locale, qui est le PAVL,
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que les travaux ont été réalisés du 8 juin 2021 au 27 septembre 2021 et attendu que la municipalité de Val-Brillant transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, qui est le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs, tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité et un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur. Donc, pour ces motifs, il est proposé et résolu ce qui suit, que le Conseil de la municipalité de Val-Brillant autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que la municipalité autorise le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTQ en lien avec les 10 travaux. OK, mon micro est ouvert. Bon, je demanderai une proposition, s'il vous plaît. Donald Courcy. OK. Monsieur Courcy propose. Quelqu'un pour appuyer? Joanne Damour. Madame Lamour. Oui, Madame Lamour appuie. Est-ce que personne est en désaccord? La résolution est adoptée unanime. On est rendu au point 18. Acceptation de la mise en marché du gestionnaire de temps. Voilà. Alors, on vous avait parlé l'année dernière, en 2021, en fin d'année, qu'on voulait mettre en place un genre de gestionnaire de temps de façon virtuelle, qui est le gestionnaire Voilà. Présentement, avec la syndicalisation des employés, pour l'instant, on ne l'utilise pas pour les présences, mais on l'utilise pour les demandes de congés, les demandes de remplacement sur un corps de travail ou ces choses-là. Donc, le gestionnaire coûte 3 $ par mois par employé qu'on inscrit. Donc, on vous demande une autorisation pour la mise en place du gestionnaire de temps Voilà. OK. Tremblay propose. C'est ça que je voulais vous demander. M. Tremblay propose et vous êtes appuyé par? Joanne Damour. Madame Damour. Appuyé par Madame Damour, est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est accepté unanime. On est rendu au point 19, la période de questions. Après vérification, là, on n'a reçu aucune question pour l'Assemblée de ce soir. Bon, OK. Comme ça, on va passer tout de suite au point 20. Nomination d'un comité de négociation. Alors voilà, comme dans les prochains mois, nous serons en négociation d'une première convention collective pour les employés salariés de la municipalité de Val-Brillant. Il serait adéquat de nommer un comité de négociation ce soir. C'est sûr que du côté de la direction générale, je vous propose Michael Vignola et moi-même, Nancy Paquette. Il reste à déterminer pour le conseil qui soit présent sur le comité. OK. Moi, comme maire, j'aimerais être présent. Et je crois qu'on avait demandé à M. Denis Couture s'il acceptait. J'accepte. Denis Couture accepte. Et Mme Leblanc? Mme Leblanc avait donné ses disponibilités pour être substitut s'il y avait une absence lors de négociation. C'est ça. OK. Ça nous prend un proposeur, s'il vous plaît. Donald Courcy. Merci. Appuyé par? Steven Pelletier. Steven Pelletier. Et est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non. C'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, point 20. Point 21. Annulation de la résolution 394-12-2021. La résolution 394-12-2021 prévoyait l'accord du Conseil pour un mandat supplémentaire aux ingénieurs de chez Tetra Tech pour un agrandissement de 13 mètres carrés au nouveau bâtiment des étangs aérés. Comme cet agrandissement n'est pas jugé nécessaire par le ministère des Affaires municipales,
Donc, cette résolution-là peut être annulée. OK. Ça prend un proposeur pour l'annuler pareil. Denis Couture propose. Monsieur Couture propose et ça prend un appuyant. Johanna Courcy. Donc, on est deux. Monsieur Courcy. J'ai compris, Monsieur Courcy. Monsieur Courcy appuie. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est appuyé, c'est résolu unanimement. Point 22. Ajout d'un membre au comité des ressources humaines des élus. Voilà, comme Mme Leblanc est aux ressources humaines, sur le comité des ressources humaines des élus et que son travail la rend moins disponible dans le jour, alors ce serait le conseil proposerait là, M. Denis Couture, s'il est d'accord, pour se joindre au comité des ressources humaines des élus. M. Couture, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. OK. Ça me prendrait une proposition. Sylvain Pelletier. Monsieur Pelletier, est-ce que vous êtes appuyé? Oui, par Maxime Tremblay. Appuyé par Maxime Tremblay. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est appuyé, c'est résolu unanimement. Nomination de Mme Joanne Damour, Office d'habitation de la Vallée. OK, Mme Damour, je vous avais demandé si vous étiez correct, si vous étiez correct pour me remplacer sur le comité de l'Office d'habitation. Et vous aviez accepté. Oui. Est-ce que vous acceptez tout? Oui, j'avais accepté cet accord d'accord. J'accepte toujours. OK, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Denis Couture propose. OK, un appuyant. Sylvain Pelletier. M. Pelletier, est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? C'est résolu unanimement. Je vous remercie, Mme Damour, en commençant puis en me remplaçant. J'ai pas mal de comités ailleurs à la MRC et ça va me faire du bien de pouvoir en enlever un de ma charge. Et je suis certain que vous allez remplir votre tâche au meilleur de vos connaissances. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le point 24, Commission scolaire des Monts-et-Barrés, service de garde. Bon, alors vous savez tous que présentement, notre école n'a pas de services de garde qui sont assumés par le ministère de l'Éducation. C'est la municipalité qui offre un service d'animation après l'école dans les locaux de la bibliothèque. Comme ce n'est pas nécessairement la fonction d'une municipalité d'offrir un service d'animation et que dernièrement, nous avons reçu une demande d'appui de la municipalité de Sainte-Irène dans le but d'adopter une résolution qui serait semblable à la leur pour pouvoir demander à la commission scolaire des Monts-et-Marais de revoir leurs critères pour l'ouverture d'un service de garde, l'ouverture et le maintien d'un service de garde dans les écoles. On sait que présentement, ils demandent 15 jeunes sur 2 périodes par jour pour pouvoir ouvrir un service de garde. Alors, si le conseil est d'accord, ce serait bien de faire une résolution semblable à celle de Saint-René, de la municipalité de Saint-René-de-Matane, pour demander à la commission scolaire que pour des petites écoles, dans des petits milieux comme le nôtre, que ces normes soient revues à la baisse pour permettre que ce service de garde-là soit offert au bénéfice des parents et ainsi permettre à nos écoles de rester ouvertes le plus longtemps possible. Merci. Est-ce qu'on a un proposeur? Joanne Damour propose. Madame Damour propose. Et Denis Couture appuie. Monsieur Couture appuie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord? Non, oups, Maxime? Monsieur Tremblay? Non? OK. Parce que vous avez ouvert votre micro, je croyais que... OK, donc c'est unanime. Je suis rendu à quel point, là? 25. Appui à une demande à la CPTAQ. Monsieur Charles-Éric Gauthier.
Bon, alors, M. Gauthier est propriétaire d'un terrain sur le bord du lac, dans le secteur de la route 132, là, tout près de la ferme Mansteval, en face, c'est-à-dire de la ferme Mansteval. À l'automne dernier, il a acheté une bande de terrain qui se trouve en îlot déstructuré où c'est possible de morceler sans l'autorisation de la CPTAQ. Là, ce qu'il voudrait faire, c'est acheter une autre lisière de terrain, le 6 457 261 du cadastre du Québec, qui est situé, lui, en bordure de la route 132, tout près de la limite de la zone agricole, là, non agricole, c'est-à-dire qu'il borne le terrain là, qui est en îlot déstructuré qu'il a acheté à l'automne dernier. Et il voudrait acheter cette petite partie. Ce n'est pas tellement une super grande partie, là, mais il voudrait acheter cette partie-là dans le but de... C'est composé d'abord d'une partie qui est non cultivable. C'est des effleurements rocheux. Et la partie qui pourrait être cultivable est très restreinte. Là, ça ne présente pas d'avantage d'intérêt pour l'agriculture. Il y a d'ailleurs une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS qui passent sur ce terrain-là. Donc, il y a des installations de poteaux de ligne électrique permanentes qui sont à cet endroit-là, qui diminuent là, le potentiel agricole de la propriété. Et monsieur Gauthier voudrait, avec ce terrain-là, là, s'il y avait l'autorisation de l'acheter de la CPTAQ, il voudrait que ça soit une bande de protection visuelle et sonore pour les terrains en bordure de la municipalité. Donc, il fera un aménagement là, du boisé qui est là. Il demande l'appui de la municipalité pour pouvoir procéder à l'achat et faire la demande auprès de la CPTAQ. Pour ça, il doit remplir les critères de l'article 62. Je vous fais lecture de ce que Nicolas Lepage, qui est inspecteur municipal pour Val-Brillant, a dégagé des critères obligatoires de l'article 62. Donc, le point 1, le potentiel agricole du lot et des lots. On est dit que le lot qui est concerné par la demande possède un faible potentiel agricole, en plus d'être situé de l'autre côté de la route 132, à proximité du site de villégiature et du lac Matapédia. Il ne possède qu'une superficie de 1,55 hectares qui est boisée. Le point 2, le potentiel agricole des lots avoisinants. Donc, les lots situés à l'est, à l'ouest et au nord n'ont aucun potentiel agricole. Ce sont des terrains utilisés à des fins de villégiature. Les lots situés au sud, de l'autre côté de la route 132, sont pour la plupart des terrains agricoles cultivés. Le point 3, les possibilités d'utiliser le lot à des fins d'agriculture. Donc, le lot serait difficile à utiliser pour l'agriculture. En plus d'une faible dimension, ses servitudes de passage pour un chemin et pour le réseau de TELUS et d'Hydro-Québec sont présentes. Le point 4, les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants. Donc, la réponse, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune conséquence sur les activités agricoles existantes, comme les lots agricoles sont séparés par la route 132 du lot qui est visé par la présente demande. Au point 5, on n'a pas de... Le point 5 est non applicable. Le point 6, la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. On dit que le lot est un espace non aménagé près d'un secteur de villégiature et également à proximité du lac Matapédia, que ce type de terrain est plutôt rare. Le point 7, l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Donc, on répond que, comme mentionné précédemment, le lot concerné est déjà détaché des autres lots utilisés pour l'agriculture. Depuis, il est situé en îlot déstructuré sans morcellement. Le point 8, l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Donc, la réponse, c'est comme mentionné précédemment, le lot a un faible potentiel agricole et donc il y a un faible effet sur la préservation de l'agriculture ou sur l'eau et le sol. Le point 9, la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. La réponse, le lot concerné est séparé par la route 132 des autres lots de la propriété foncière qui sont utilisés pour l'agriculture. Le point 10, l'effet sur le développement économique de la région. Donc, la réponse, le nouveau propriétaire n'a pas de projet pour l'instant pour le lot, mais ce dernier, comme il se situe dans un îlot déstructuré, pourrait être lieu d'un projet économiquement bénéfique pour la région. Le point 11, les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque le faible densité d'occupation de territoire le justifie. Ce point-là n'est pas applicable. Le point 12, plan de développement de la zone agricole.
Le lot visé par la demande ne fait pas partie du plan de développement de la zone agricole et situé en zone résidentielle de faible densité selon le zonage municipal. Donc, ce sont les critères de l'article 62. Et M. Gauthier demande l'appui de la municipalité pour présenter sa demande à la CPTAQ. OK. Est-ce que je prends un proposeur? Donald Courcy. M. Courcy propose. Est-ce que vous avez un appuyeur? Denis Couture appuie. M. Couture appuie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord? C'est unanime. Merci. Point 26. Approbation du budget révisé de l'Office d'habitation de la Matapédia pour le mois de décembre 2021. Alors, pour le mois de décembre 2021, je suis en train de... OK, bon, voilà, je suis arrivée à la bonne page. Pour la municipalité, on parle d'un montant de 3 918 $. Excusez-moi. Bon. Est-ce qu'il y a un proposeur? Stéphane Pelletier. Monsieur Pelletier, est-ce que vous avez un appuyeur? Donald Courcy. Monsieur Courcy, est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? La résolution est acceptée unanimement. Le point 27, ça fait bizarre, là, mais on reçoit comment on appelle ça? Des approbations de budget. Pardon? Des budgets révisés. Des budgets révisés, on le reçoit quasiment à tous les mois. Ça fait que je ne comprends pas pourquoi, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Approbation du budget révisé de l'Office d'habitation de la Matapédia 2022. Alors, le budget révisé qu'on a reçu au début de l'année 2022, pour la part de la municipalité, dans la contribution de la municipalité sera au montant de 2 362. Plus que ça va, mieux que ça va être. C'est moins pire pour nous, donc je ne verrai pas d'inconvénient à l'accepter. Je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Maxime Tremblay propose. Madame? Oui, j'ai dit Joanne Damour, mais Maxime a parlé en même temps. Pas grave. Ben, je vais, vu qu'on vient de vous nommer à l'office, je vais vous donner la priorité, Mme Damour. Proposé par Mme Damour et appuyé par Maxime, M. Tremblay. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non? OK. La résolution est acceptée. Point 28. Procédure d'appel d'offres et analyse projet patinoire architecte. Bon, c'est que dans ce dossier-là, la résolution qu'on avait faite pour mandater les architectes au dossier du projet de patinoire ne mentionnait pas, là, dans le cadre de l'appel d'offres, quels étaient leurs mandats. Alors, nous vous suggérons de leur donner le mandat de publier l'appel d'offres aux endroits nécessaires, de faire l'analyse des soumissions qui seront déposées et de nous faire les recommandations quant à quelle soumission nous devrions sélectionner. Okay. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Maxime Tremblay propose. Monsieur Tremblay propose. Denis Couture appuie. Et vous êtes appuyé par... Couture appuie. Monsieur Couture, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? OK, la résolution est acceptée unanimement. Acceptation de l'estimation finale. Projet patinoire architecte. Monsieur le maire, je vous demanderai l'autorisation à ce point-là de réunir les deux points. Le point 29 et le point 30 pour faire une seule résolution. Acceptation d'estimation finale, projet patinoire, architecte et ingénieur, s'il vous plaît. Architecte et ingénieur, OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Proposé par Joanne Damour. Proposé par Mme Damour. Est-ce que vous avez un appuyeur? Donald Courcy. Ça veut dire que là, vous acceptez la résolution pour les architectes et les ingénieurs en même temps. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? OK, c'est accepté unanimement.
Je vais demander, je m'excuse, je vais demander à mon collègue, M. Vignola, de vous présenter les chiffres. Pour commencer, on a eu l'estimation finale là, des coûts de la part des ingénieurs et des architectes qu'on a réunis à l'ensemble des coûts du projet qui font partie du projet global. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est structure, enveloppe, aménagement intérieur, plomberie, électricité, aménagement du site, équipement de sport, les contingences d'estimation et de design, les frais généraux de l'entrepreneur général, l'administration et profit de l'entrepreneur général, les frais d'ingénierie puis les frais d'architecture. Dans le fond, le sous-total du projet est de 367 876,72 plus les taxes applicables. Le projet initialement estimé était à 314 359,68. Le coût total du projet taxe nette sera l'estimation, évidemment, sera de 386 224,58, ce qui est estimé en date d'aujourd'hui. Précédemment estimé là, en 2019 lors de la présentation du projet à 330 038,37. Et donc, il y a une augmentation de 56 000 presque 56 200 $ d'augmentation par rapport à l'estimation initiale du projet. La subvention, la contribution du PAFIR, qui est confirmée du ministère de l'Éducation, qui est une subvention bilatérale qui provient des gouvernements du Québec et du Canada, nous a été confirmée pour un montant de 220 003 $ qui sera reconfirmé là, avec la signature de l'entente qui sera après la réception des appels d'offres, après la fermeture des appels d'offres pour avoir les prix finaux pour la signature de l'entente, puisque le ministère ne se base pas sur des estimations pour donner la subvention, mais bien sur les coûts réels qu'ils vont sortir à l'appel d'offres. Alors, la contribution de la municipalité qui était prévue de 85 034,79 dans le projet, montée à 136 221,58. C'est l'estimation qu'on a actuellement. C'est certain qu'on a mis le maximum qu'on pouvait prévoir. On a mis des pourcentages assez élevés là, de marge d'erreur pour être sûr d'avoir suffisamment prévu. Là. Alors, lorsque le résultat de l'appel d'offres va sortir, on va être en mesure de vous dire plus précisément le montant là, du projet. Monsieur Vignola, oui. J'aurais une question. Oui. Advenant que ça monte au maximum, là, oui. Est-ce que la subvention va être en fonction, je veux dire, est-ce qu'elle va monter aussi? Non, absolument pas. La subvention, c'est toujours le montant qu'on a présenté au ministère lors de la demande de subvention. Alors, c'est le montant initial là, qui était de 330 038,37. La subvention maximale du ministère était de 66,66 % de ce montant-là. OK. Au niveau du PAFI. C'est beau. OK. Est-ce que... Oups, j'ai tout perdu. Non. OK. Est-ce que vous... ça, c'est quelle résolution, excusez-moi? C'est la résolution 30 ou 31? C'est 29 et 30 qu'on a jumelés ensemble. OK. Donc, on avait une résolution d'approbation. On avait une résolution pour joindre les deux points ensemble. Ça nous prendrait une résolution pour approuver les montants. Ça, c'est le point 31? Non, c'est le point 29 et 30 encore. OK. Ça veut dire que ça vous prend une autre résolution là. Effectivement. OK. Merci. Voyons. Qui propose? Stéphane Pelletier. Monsieur Pelletier, est-ce que vous êtes appuyé? Denis Couture, appuyé. Monsieur Couture, appuyé. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? La résolution est acceptée. Le point, là, on est
rendu au point 31, hein? Oui. Merci. C'est parce qu'en jumelant les deux autres, là, je me suis... OK. 30, 31. Merci. Approbation des plans définitifs, projet patinoire, architecte. Je peux me permettre, dans les plans définitifs, la différence qu'il y a avec les plans initiaux qu'on avait présentés au conseil, c'est principalement des choses qu'on a modifiées là, pour diminuer les coûts au minimum. Alors, les rangements qui sont situés là, à côté du local d'entretien dans le bâtiment qui va être construit ne seront pas isolés, étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'être chauffés. Alors, ça faisait diminuer les coûts du projet. Puis, il y a des choses qu'on a retirées comme l'ouverture de la porte de garage électrique qu'on a mis manuelle, étant donné que c'est une porte de cabanon, c'est pas une grande porte, alors ça va bien se faire quand même. Puis, des ajustements de ce type-là, il n'y a pas de changement majeur par rapport au projet initial. Je vous ai transmis, là, je sais que c'était tard, là, mais je vous ai transmis là, en fin de journée les plans définitifs là, des architectes et des ingénieurs pour ce projet-là. OK. Est-ce qu'on a un proposeur? Ronald Courcy. Monsieur Courcy, est-ce que vous êtes appuyé? Maxime Tremblay. Monsieur Tremblay, est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? La résolution est acceptée unanime. Oups, excusez-moi. Demande de la Maison des Jeunes, point 32, demande de la Maison des Jeunes près de locaux. Alors, il y a un programme présentement avec la MRC, là, un programme d'aide financière pour, en lien avec les arts et la culture, là, pour un projet qui serait instauré. La Maison des Jeunes avait comme projet d'inviter une personne qui va venir, qui est professeure de danse, et elle nous demanderait pour que la personne soit capable de donner un genre de cours de danse en soirée aux jeunes, là, de louer la cédrière, là, et les coûts de la location font partie du projet. Donc, on peut le louer là, à notre tarif habituel qui est de 100 $ plus les taxes. C'est juste que il faudrait mettre, parce que présentement, la location n'est pas possible. Le projet serait quelque part en mars. Alors, ce serait pour inclure, si vous êtes d'accord, pour que la Maison des Jeunes loue la cédrière, inclure dans la résolution que ce sera possible de le faire si la santé publique nous permet de louer rendu à cette période-là, et que ce sera la Maison des Jeunes qui sera responsable de l'application des consignes sanitaires. Bon. Est-ce que j'ai une proposition? Denis Couture propose. Monsieur Couture propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Steven Pelletier. Monsieur Pelletier, est-ce que j'ai des personnes en désaccord? La résolution est acceptée unanimement. Résolution d'appui gestion de la pandémie. Bon, alors, je vous dis, on a reçu la semaine dernière de la municipalité de Saint-Irène une résolution à l'intérieur de laquelle ils demandent je cherche le mot exactement, là. Ils demandent que soit fait une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie, la gestion que fait le gouvernement de la CAQ là, de la pandémie. Leur résolution est en appui au député Pascal Bérubé et aux partis d'opposition qui ont fait cette demande. Et la municipalité de Saint-Irène a envoyé la même résolution dans toutes les municipalités de la MRC en leur demandant d'adopter une résolution similaire lors d'une séance de conseil. C'est beau. Que j'ai une proposition. Joanne Damour propose. OK, excusez-moi. Est-ce que vous avez un appuyeur? Denis Couture appuie. Monsieur Couture appuie. Est-ce que vous avez des personnes en désaccord? Oui, moi. Steven Pelletier. Monsieur Pelletier, vous êtes en désaccord. Vous enregistrez votre dissidence? Oui. Ou vous demandez le vote?
Non. Vous demandez le vote? Oui. Est-ce que... OK, M. Pelletier, vous enregistrez votre dissidence. Nancy, c'est correct? Oui. Donc, la résolution n'est pas unanime. Est-ce qu'il faut que je prenne le vote dans ce sens-là? Bien, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'oppose, j'imagine que les personnes sont en mesure de le mentionner. OK. Moi aussi, je vais proposer. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec cette résolution-là. Moi aussi, j'enregistre ma dissidence. Parfait. C'est approuvé. Normalement, ben, il n'y a pas de vote. Est-ce que je demanderai le vote là-dessus? Tiens, ça va être plus clair. Est-ce que je suis appuyé? Ouais. Non. OK. M. Pelletier, OK. Est-ce que j'ai le droit de demander le vote là-dessus? Oui. Bon, OK, j'ai demandé le vote officiellement. Quelles sont les personnes qui sont pour? Moi, J'aimerais vous nommer. Joanne Damour. Madame Damour. Denis Couture. OK. Vous êtes deux personnes pour. Je demande ceux qui sont contre. Steven Pelletier. M. Pelletier. Donald Courcy. M. Courcy. Maxime Tremblay. M. Tremblay et moi-même. Et moi, M. Jacques Pelletier. Ouais. Donc, la résolution est rejetée. En effet. Oups. Maxime, tu veux parler? M. Tremblay, non? OK. Excusez-moi. OK, le point 34. Appel de la décision pénale. Dossier 120-61-017-983-212. Alors, le 10 janvier 2020, il y avait eu un constat d'infraction qui avait été émis à l'encontre de notre camion 10 roues pour une mauvaise immatriculation. Il était immatriculé 2 essieux quand c'est un 3 essieux. Le 14 septembre 2021, il y avait eu un procès parce qu'on avait plaidé non coupable à cause d'une mauvaise information de la préposée au bureau des véhicules. La juge, Mme Anne-Marie Saint-Saëns, à ce moment-là, avait fait l'arrêt des procédures, avait ordonné l'arrêt des procédures concernant l'infraction en question. L'appelant, qui est le DPCP, le directeur des poursuites criminelles pénales, désire aller en appel de cette décision pour le motif que le juge de première instance aurait erré en droit dans l'application de la défense d'erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Alors, voilà, le dossier se dirige vers la Cour supérieure pour la demande d'appel. Alors, je vous demanderai de référer le dossier à nos avocats qui sont Maître Tremblay et Amatane. C'est beau. Est-ce qu'il y a un proposeur? Steven Pelletier. M. Pelletier. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Joanne Damour appuie. Madame Damour appuie. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? C'est beau, la résolution est acceptée à unanime. Entente Hydro-Québec, le point 35. Entente Hydro-Québec, développement camping, installation permanente. Voilà, c'est que ce qu'on vous demanderait, c'est d'autoriser Michael ou moi-même à signer l'entente avec Hydro-Québec pour les installations permanentes. C'est que lorsqu'on a procédé au développement du camping cet été, l'avancement de la deuxième partie de la phase 2, Hydro-Québec avait fait des installations temporaires pour l'alimentation en hydroélectricité. Alors là, ce serait le temps de faire les installations permanentes et il y aurait des servitudes qui découleraient de ces installations-là, des servitudes d'entretien de leur ligne et tout ça. Donc, c'est une entente qu'il faut signer avec eux là, concernant ces installations permanentes-là. Il n'y a pas de frais qui en découlent, c'est juste de nous autoriser à signer. OK. Qui en fait la proposition?
Stephen Pelletier. M. Pelletier, qui appuie? Maxime Tremblay. OK. Appuyé par Maxime Tremblay. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? La résolution est acceptée. Unanime. Le point 36, je ne l'avais pas, je n'ai pas été capable de le marquer. Est-ce que tu peux... C'est un ajustement aux matières résiduelles. On a reçu une facture de la MRC pour un ajustement de tonnage pour les matières résiduelles en 2021 et une répartition du déficit RITMR pour 2019 pour un montant total de 5 290,27. Il faudrait prendre à même le surplus accumulé, s'il vous plaît. Madame Paquette, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose là-dessus? Oui. Dans le fond, juste spécifier aux gens là, qui vont écouter l'enregistrement que ces surplus-là sont dus justement à une mauvaise gestion de nos ressources, de nos matières résiduelles. Quand on mentionne que c'est important d'utiliser le bac brun lorsqu'on en a un, puis d'essayer de réduire le tonnage qui est déposé dans notre bac vert, ben, c'est le résultat là, qui en découle. Là, on a dépassé de beaucoup quand même le tonnage estimé initialement par rapport au bac vert. Alors, c'est sûr qu'il y a des conséquences après le financières. C'est beau. OK. Excusez-moi, là, j'ai un problème. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Pardon? Stephen Pelletier. Monsieur Pelletier, excusez-moi. La technologie. Proposé par M. Pelletier. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je vais appuyer Joanne Damour. Moi, c'était juste pour l'année 2019, 2020, 2021, ils ne sont pas encore à jour. L'ajustement du tonnage, c'est pour 2021, tandis que la répartition du déficit RITMR, c'est pour 2019. OK, c'est bon. J'appuie Joanne Damour. Merci. Madame Damour appuie. Est-ce qu'il y a des personnes en désaccord? Non, c'est résolu unanimement. C'était tout pour le divers, Madame Paquette? Oui. OK. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous aviez des questions? Bien, il n'y en avait pas. On n'avait pas reçu. Les gens avaient jusqu'à 16h30. L'ordre du jour a été publié vendredi. Les gens avaient jusqu'à 16h30 aujourd'hui pour formuler leurs questions et je n'ai reçu aucune question. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée? Oui. Qui propose la levée? Stephen Pelletier. M. Pelletier, excusez-moi. Et qui vous êtes appuyé par? Denis Couture appuie. M. Couture appuie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord? C'est assez rare, mais il faut que je pose la question. Je vous remercie, c'est appuyé, c'est résolu unanimement. Merci. Pour les gens de la municipalité de Val-Briand, je vous dis bonsoir et au mois prochain. Ou peut-être avant si besoin. Pardon? Je dis bonne soirée aussi. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tous. Merci pour votre dynamisme à la table du conseil. C'est apprécié.